Ouais, c'est pas du tout un idéal humain. Si c'était un idéal humain, la planète irait beaucoup mieux, hein. Est-ce que le crypto tsar va réussir à changer la régulation à un endroit où c'est intouchable pour les 20 prochaines années? Il laisse faire rien du tout. C'est pas ce président-là qu'on a en ce moment. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque, Oussama Hamar. J'ai le plaisir d'échanger avec une figure emblématique de l'écosystème Startup Nation francophone et on va aujourd'hui parler d'IA et blockchain. On va beaucoup parler et je me suis dit que c'était intéressant qu'on puisse confronter les idées et les thèses qu'on peut avoir respectivement. Je t'en ai parlé il y a quelques temps. À toi de me dire si oui ou non tu peux suivre ma thèse d'investissement ou éventuellement la confronter. Avec plaisir. Mais avant, Oussama, est-ce que tu peux te présenter à la communauté des rois qui ne te connaît pas? Je m'appelle Oussama Hamar, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai dirigé de 2013 à 2020 un incubateur qui s'appelle The Family. On a fait quelques milliers de deals et on a investi dans énormément des unicorns françaises. Et puis voilà, depuis 4 ans et demi maintenant, je vis à Dubaï. Et j'ai créé un studio d'animation en utilisant l'intelligence artificielle. Eh bien, sans plus attendre, parlons d'intelligence artificielle. Comment ça marche, l'intelligence artificielle? Où sont nos données? Comment aujourd'hui nos données sont traitées via l'intelligence artificielle, telle qu'on arrive à la voir sur l'intelligence artificielle générative? Ça, alors là, c'est une question large, hein. D'abord, ça dépend de l'IA qu'on utilise, ça dépend du mode dans lequel on utilise l'IA. Puis, ça dépend de quelles données on parle, parce que certaines IA se plug à nos fichiers, c'est ce qu'on appelle un RAG. Et par exemple, OpenAI, quand tu leur donnes des documents en les uploadant, etc., si tu as la version gratuite et que tu n'as pas désactivé la case en opt-in, tu partages ta donnée pour les entraînements futurs. Si tu es en gratuit mais que tu as décoché la case, c'est bon. Et puis si tu es en payant, ça ne partage pas les données. Si tu as un compte entreprise. D'ailleurs, c'est pas tout à fait payant, c'est pas plus, c'est le compte entreprise. Donc, les policies de data changent beaucoup. Après, moi, j'ai une posture là-dessus. Je suis pas. Je pense que le combat de la data, il est perdu depuis longtemps. De toute façon, les gouvernements, tous, les grandes entreprises aussi. Donc, entre le bénéfice que tu tires à utiliser l'IA et te faire voler ta data, et le bénéfice que tu tires à garder ta data et pas utiliser l'IA, je pense qu'en 2025, il vaut mieux être du côté de l'IA. On a vu récemment que Elon Musk a pris Twitter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je n'ai pas poussé dans cette direction-là pour laisser justement libre cours à l'intelligence artificielle de pouvoir utiliser l'intégralité du contenu de Non, Twitter. les journalistes racontent n'importe quoi. C'est tout le temps la même chose. Donc, ce que Elon Musk a fait, c'est une restructuration de holding, où en fait, il était lui actionnaire de 2 boîtes. Il a créé une boîte intercalaire et il a proposé aux gens qui étaient actionnaires des 2 boîtes de monter avec lui dans l'entreprise intercalaire. Ce qui permet de diluer ton exposition à un des projets, mais d'être exposé à l'autre projet. Donc, les gens qui avaient une action Twitter ont été exposés à un tiers de XAI, et les gens qui avaient une action XAI étaient exposés ainsi à 2 tiers de Twitter. C'est un move de corporate finance extrêmement classique. Il n'avait pas du tout besoin de faire ça pour accéder à la data Twitter. Ça, les journalistes adorent raconter ce genre de conneries, c'est complètement con, hein. Il est dirigeant des 2 côtés, il fait une board resolution qui donne la data de l'un à l'autre. La data est transférée, il met un chèque, ça part d'une poche, ça part à l'autre, et c'était réglé en 15 minutes. Je pense que le move, il est beaucoup plus profond que ça. C'est que c'est un move de restructuration, de valorisation, pour pouvoir raconter ce qu'on appelle une equity story. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le storytelling dans la finance, c'est plus important que les Excel. Quoi que les gens racontent, les gens adorent se prendre pour Warren Buffett qui regarde les chiffres et l'objectivité des chiffres. La vérité, c'est que 90% du marché de la finance, c'est des singes qui spéculent, et les singes, ils ont besoin d'histoire. Ils ont besoin de storytelling. Et donc, tu racontes ce qu'on appelle des equity stories. Et l'equity story d'une boîte d'IA qui possède la data Twitter, ça, c'est une très, très, très belle equity story. Ça, c'est un truc que les youtubeurs vont pouvoir reprendre, que tout le monde va répéter en boucle, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand tu
a une equity story aussi puissante, et ben, c'est comme ce qui s'est passé sur Tesla. Tu as une action qui devient spéculative. Et lorsqu'une action est spéculative, la valeur spéculative est complètement décorrélée de la valeur réelle. Et à partir du moment où tu as cette décorrélation, tu as une puissance industrielle immense. Parce que tu peux embaucher des gens avec de l'argent que tu n'as pas, tu donnes des stocks. Tu peux contraindre des concurrents qui se font écraser par les rachats que tu donnes en stock. En fait, tu as une arme de destruction massive qui est dure à gérer parce que maintenir la hype, c'est dur. Mais Elon Musk, il a un talent hors du commun à ça. Donc, il est en train de nous refaire le coup d'une equity story hors du commun. Ok, merci pour ces précisions. Elon Musk a beaucoup de talents, dont un, faire bouger les marchés, et notamment des crypto-monnaies. Ouais. On sait, depuis 2020-2021, dans 3 crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. Et on a fait l'éloge pendant des mois et des mois. Ça a plutôt bien fonctionné. Beaucoup se sont ralliés à cette cause-là. Et beaucoup spéculent sur le fait que Dogecoin pourrait devenir la crypto-monnaie de Twitter. J'ai fait une thèse à ce sujet-là. Je pense qu'il ne fera pas de Twitter Dogecoin un coin natif de sa plateforme. Je pense qu'il va en recréer un s'il doit en recréer un. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je pense que de toute façon, réglementairement, c'est tellement compliqué de lier une crypto que même lui, même avec son niveau de je m'en foutisme réglementaire, il y a des limites qu'il n'a pas envie de franchir, je pense. Il faut mêler dans le collimateur de beaucoup de gens qui l'attendent au tournant. Après, les questions de conflit d'intérêts que ça poserait et tout, je pense qu'il n'est pas prêt à gérer ça. Et puis, devenir une entreprise financière, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Alors, il a cette vision de X app for everything. OK. Il a créé une filiale qui s'appelle X Payment, qui a été enregistrée auprès de la SEC pour commencer à demander les régulations, etc. Donc, tout le monde surveille ça. Bon, OK. Maintenant, des grandes boîtes comme ça qui passent des plans au cas où, qui créent des boîtes au cas où, et puis après, ils osent pas faire. Je pense qu'il a dans son rétroviseur le souvenir de ce qui est arrivé à Zuckerberg quand il a voulu lancer une monnaie. Le Libra a été tué par le régulateur d'une façon honteuse. Alors que franchement, ça aurait été hyper intéressant d'avoir une monnaie euh, américaine possédée par Zuckerberg. Aujourd'hui, il y a l'USDT. On peut partir du Ouais, principe que l'USDT, mais, Tether, mais Tick Circle, ça reste un stablecoin à l'euro dollar. C'était pas expliqué comme ça initialement dans le white paper de Gutenberg, mais est-ce que ça aurait pu devenir un stablecoin initialement? Puisque à la base, c'était un token. Puis ouais, après, il a dit non, 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 on va faire un stablecoin ouais, et on fait plus rien. ouais, C'est ouais. 2019, 6 mois après, plus rien Avoir, et 15 milliards avoir qui un ont été coin levés. qui a la distribution d'un Meta, qui nativement est dans Messenger Day One avec 1 milliard d'utilisateurs, ton USDT est loin quand même. Donc, ça aurait été. Franchement, je pense que l'écosystème crypto aurait énormément bénéficié de ça. Bon. Voilà. Donc après, Elon Musk, il regarde le régulateur, il regarde ce qui arrive à son ancien copain Zuckerberg. S'il fait le move, ce sera à la Elon Musk. C'est-à-dire qu'il va faire le move de façon très agressive, très rapide, en comptant sur le soutien de Trump, qui a envie d'être favorable à ce genre de move. Mais bon, je suis pas dans sa tête, j'ai pas d'infos confidentielles, je peux que spéculer sur le downside, et le downside est quand même infini. Ouais, on peut aussi parler que dans l'écosystème cryptographique américain, si on doit faire des choses, c'est clairement pendant les 4 prochaines années. Ça Ouais, mais peut potentiellement un petit peu changer, si ouais, mais jamais alors si la conviction est que dans les 4 ans ça change, personne ne fera rien. mmh, Donc la question, ce que tout le monde va se poser, c'est qu'est-ce que David Sachs va faire? Et est-ce que le crypto tsar va réussir à changer la régulation à un endroit où c'est intouchable pour les 20 prochaines années? C'est ça l'enjeu, c'est ce que tout le monde regarde. Ça se fera pas à coup d'executive order, ça veut dire passer devant le Congrès, ça veut dire changer, en fait, le grand sujet des cryptos aujourd'hui, c'est de passer d'une régulation faite par SEC, très politique, très variable, très compliquée, et de la passer à la CFTC, qui est l'autorité de régulation des commodities, et de valider une fois pour toutes que Bitcoin, Ethereum, Solana, grosso modo, sont des utilities et pas des securities. Un move pareil,
s'il est bien construit, bien set-up, ça crée 20-30 ans de regulation clarity. Aucun gouvernement ne s'opposera à ça. Et pour le faire bien, ça suppose un combat au Congrès, etc., dans une ambiance où les gens ne comprennent pas grand-chose. Je pense que le plus gros problème pour un David Sachs aujourd'hui, c'est que le sénateur moyen ne comprend rien à qui il est, ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est que ces histoires, est-ce que c'est bon pour le dollar américain, si c'est pas bon pour le dollar américain. Il y a eu de la part des institutions financières américaines un alignement immense du Bitcoin avec le reste des intérêts américains. Le Bitcoin est devenu par nature aligné grâce aux ETF avec le dollar. Ils ont réussi à adosser le Bitcoin au dollar comme le pétrole était adossé au dollar. Parce que pour acheter de l'ETF, il faut acheter du dollar. Donc c'est un très 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 bon alignement d'intérêts. Maintenant, jusqu'où ils vont réussir à poster ça, c'est une question à 100 milliards, c'est sûr. Et il n'y a pas une possibilité de créer une nouvelle classe d'actifs? Aujourd'hui, on parle de securities, utilities via la CFTC pour les commodities. On met énormément de crypto-actifs et c'est d'ailleurs, une victoire extraordinaire d'avoir mis ETH au sein des commodities. Ouais. C'est clairement ce qui a été avoué à demi-mot avec les ETF au comptant. Ouais. Même si aujourd'hui, on ne peut toujours pas sur les ETF avoir du yield, donc Mmh. un rendement, mais ça devrait arriver Mmh. bientôt puisque c'est déjà le cas au Canada ou encore en Europe. Est-ce que tu ne penses pas qu'une nouvelle classe d'actifs, par rapport à une majorité au Congrès, chambre haute, chambre basse, serait possible dans les 4 prochaines années? Ce serait peut-être ça, en fait, le meilleur move. Ce serait sans doute hyper intéressant. Et je pense que la machine doctrinale américaine est incapable d'un tel move. Parce que ça suppose quoi un tel move? Ça suppose que les universités américaines commencent à produire du contenu doctrinal, que ce contenu doctrinal finisse à la Cour suprême, soit absorbé par la Cour suprême et commence à rentrer dans les agences américaines, qu'il y ait un consensus théorique autour de ce concept-là. Et vu le niveau moyen des acteurs de la crypto, on ne parle pas des acteurs de la banque, on ne parle pas des acteurs du pétrole, leurs capacités logistiques sont quand même très limitées. Si tu veux avoir une salle de réunion avec 100 mecs qui ont plus de 100 de QI, ça fait pas beaucoup de gens dans le monde de la crypto. Et donc, c'est compliqué en fait. Pour faire des mouvements comme ça demande des coordinations d'industrie qui aujourd'hui, il y a qui? Il y a Coinbase qui porte le fardeau comme ça. Tout le monde a été ravagé en prison, machin et trucs. Donc, on parle quand même d'un secteur où réglementairement, les fondeurs ont eu tellement peur de faire quoi que ce soit sur les 5 dernières années qu'ils ont fini par faire des mêmes coins en expliquant aux gens que ne faire rien, c'était la seule façon de faire quelque chose de légal. C'est quand même, c'est une anti-régulatory hors du commun. Et donc maintenant, pour revenir de ça et aller dans le sens de, on crée une nouvelle catégorie théorique d'actifs avec des caractéristiques, un test, on n'en parle jamais, mais la Securities Utilities, ça date de 29. Security Act, il date de 1929. 1929, c'est pas une année au hasard. Pourquoi toutes les security laws aux US datent de 1929? Parce qu'il y a eu la crise de 28. Et la crise de 28 a été un tel choc que l'appareil doctrinal US s'est mobilisé comme il s'est mobilisé en temps de guerre. Là, il n'y a aucun choc, il n'y a aucun. Il y a pas de. Par exemple, si je te dis, c'est qui aujourd'hui l'intellectuel en droit le plus au fait de la crypto? Moi, ma réponse, c'est qu'en ce moment, c'est Vivek, celui qui se présente pour être gouverneur du Colorado, ou je ne sais plus où. Il est un peu seul dans sa montagne. Le seul mec que j'ai entendu avoir un discours sur les cryptos techniques vraiment avancé, qui pourrait comprendre la création d'une nouvelle classe d'actifs, etc., c'est lui. Et si tu veux, il a été sorti de Doge en 2 semaines. Ils l'ont mis pour devenir gouverneur, je sais pas où, et tout le monde te rappelle qu'il est hindou. Alors, c'est dans un où ils sont tous là à se jouer MAGA, on est blanc, l'Amérique au blanc. Donc, ce bordel, en fait, ce bordel est à la fois intéressant et à la fois déprimant. C'est que le Trump nous amène un vent de liberté, il nous amène un vent de simplification, et maintenant, il n'amène pas un dispositif solide sur une vision future du monde. Il y a quand même une vision, tu vois, les tarifs, machin,
il a pas, il a pas une. C'est pas quelqu'un qui s'est assis un soir et qui s'est dit l'intelligence artificielle va changer le rapport à l'abondance. Il va nous falloir de la rareté numérique. La rareté numérique va avoir besoin d'un cadre législatif qui est spécifique. Je vais nommer 4 universitaires qui vont réfléchir à ça. C'est pas ce président-là qu'on a en ce moment. Et donc, je sais pas qui pourrait faire ce travail aux US. Ouais, d'un côté, il n'invite pas à, mais il laisse faire ceci. Il laisse faire rien du tout. Il y a strictement rien qui passe. Tu te rends compte que les États-Unis, depuis son élection, pour le meilleur et pour le pire, moi je suis un grand partisan de Trump. Hein, je l'ai dit publiquement, ça m'a valu plein de problèmes. Je connais ses limites au mec. J'ai pas besoin. C'est pas parce que je suis partisan que j'ai besoin de ne pas voir ses problèmes et ses défauts. Je pense que l'Amérique avait besoin de ça. Il y avait besoin d'un homme comme ça, à ce moment-là. Mais on parle d'un mec qui dirige les États-Unis à coup d'executive order depuis 40 jours. Et il n'y a pas un seul travail législatif de fond qui a été fait. Il en est incapable. Il a l'attention et je pense le système d'attention d'un gamin de 12 ans. Il adore les gens qu'il flatte et il n'y a personne qui a la moindre capacité pour le challenger. Et si tu regardes l'équipe autour de lui, RFK, Elon Musk, euh, Vivek et J.D. Vance, si tu veux, c'est des gens extrêmement loyaux, qui ont une relation hyper personnelle avec Trump, pour le meilleur et pour le pire, et qui savent qu'à la minute où ils critiquent Trump, ils passent par la fenêtre. Ça, c'est génial pour simplifier, remettre les bases, euh, remettre au centre les grands principes américains que Biden a trahis d'une façon que j'aurais jamais imaginé possible de la part des démocrates. Donc ça, rien que pour ça, tu vois, moi, l'executive order sur l'affaire Kennedy, Epstein, le fait que le FBI est en train de faire le ménage à tous les étages et le Bills of Rights digital, moi, rien que ça, tout le reste peut être raté, je m'en fous. Je trouve que c'est des fondamentaux dont on avait besoin, il n'y avait que Trump qui pouvait nous les amener. Ce que RFK est en train de faire à NHS, il est en train de dépoisonner l'Amérique, c'est un cadeau hors du commun pour la santé. Voilà, bon, c'est déjà 5 victoires. Et donc, il faut aussi voir les limites de ce système. C'est que ce système est super efficace pour ce genre de combat. Ce que le monde de la crypto a besoin aujourd'hui dans ce cycle-là, moi, je doute beaucoup que David Sachs va réussir à créer un framework législatif très puissant. On comprend bien que la crypto, elle a besoin de liberté, elle a besoin de pouvoir s'exprimer, elle a besoin de visibilité. Mais par rapport à tout ce qui se passe actuellement, notamment vis-à-vis de la mondialisation, la crypto-monnaie, elle est quand même mise de côté actuellement. Et c'est tout à son honneur. Parce que tant qu'on ne l'embête pas, bon, tant qu'on ne l'attaque pas, elle peut continuer à se développer. Et ça fait venir une question par rapport à nos thématiques et nos thèses d'investissement. On voit que depuis plusieurs mois, voire années maintenant, l'IA, elle impressionne. Mmh. Et la blockchain, par rapport à ce bear market, bah, elle était plutôt empoisonné, voire semble plutôt silencieux. Est-ce que tu penses qu'un mariage, comme une forme de communion entre l'IA et la blockchain est possible? Ou est-ce que non, c'est pas possible et ils continueront à évoluer, chacun de leur côté? Est-ce qu'un mariage, en coulisses est actuellement en cours par rapport à ta vision? Bah, là, il faut vraiment aller dans le détail du problème. D'abord, blockchain, c'est un mot qu'on adore utiliser, mais qui ne veut rien dire par définition, parce que blockchain, c'est juste une façon de gérer et stocker la data. C'est ni une techno, ni un protocole, c'est juste un concept qui d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais est très vieux, parce que la première blockchain de l'histoire, c'est un peuple en Papouasie, il y a 15 000 ans, qui échangeait des blocs de pierre pour représenter la valeur des choses. Ça vient de là, le mot blockchain. Je sais plus comment il s'appelle, ce peuple de Papouasie, on pourra retrouver pour la vidéo. Mais donc, c'est pour te dire à quel point c'est un concept que tu peux même exprimer dans la réalité physique à coups de pierre. Il y a un peuple qui se réunissait, ils avaient un ledger, consensus, pour savoir la valeur des pierres. Et ils se donnaient, c'est cette pierre, elle vaut 4 maisons, elle a été échangée à telle date par tel mec. Et tout le village se réunissait. Donc, c'est vraiment un système, c'est un concept qui peut s'appliquer à plein de niveaux, etc. Donc, maintenant, le sujet, il est l'IA et l'intégration de l'IA dans l'écosystème crypto en général. D'abord, le premier impact de l'IA, c'est la facilité de programmation. On est face à une technologie qui change l'accessibilité de qu'est-ce que veut dire être codeur.
On peut vibe coder des protocoles IA, on peut vibe coder énormément de choses en IA, ce qui veut dire que des builders qui avant avaient une barrière technique, maintenant l'ont moins, voire pas du tout. Donc ça, c'est premier niveau. Deuxième niveau, il y a le fait d'utiliser la décentralisation et la capacité à stocker de la donnée pour entraîner des IA avec de la data, donc on connaît l'origine, on connaît la pertinence, etc. Bon, euh, déjà, par rapport au premier point où il n'y a plus de débat, l'IA a démontré être un meilleur codeur que 90% des humains. Sur le sujet scalabilité, stockage, etc., on n'a pas encore un protocole qui pourrait justifier la quantité de data dont les IA ont besoin. Et qu'on le veuille ou non, les IA fonctionnent parce qu'elles ont violé les lois sur le copyright, violé les lois sur à peu près tous les sujets de data, violé les lois sur privacy. Enfin, et si elles n'avaient pas fait tout ça, il n'y aurait pas de LLM. Bon, ils ont fait ce trade-off, c'est un trade-off de tour de force. Est-ce qu'il est possible de venir, avec la blockchain, venir réinstaurer des bonnes pratiques dans la data? Je pense que c'est trop tard. Parce qu'en fait, les mecs, ils sont tellement en avance que rattraper ça, c'est pas terrible. Maintenant, il y a l'impact sociétal de l'IA. L'impact sociétal de l'IA, c'est l'abondance. C'est que des choses qui avant avaient de la valeur de rareté ont plus de valeur parce qu'elles sont trop abondantes. La crypto, c'est l'inverse. Le digital rare, la scarcity digitale. Il est obvious que dans un monde d'abondance digitale, tu as besoin d'unités de mesure qui représentent l'authenticité, qui représentent la rareté et qui permettent de mesurer. Et donc, c'est évident qu'il va y avoir un mariage entre l'IA et la cryptographie sur tous les usages d'identification, signature, tokenisation, stamp, je sais pas comment dire, timbrisation, stampisation. C'est-à-dire que grâce à l'IA, tu vas pouvoir stamper de la data, organiser de la data, la mettre de la blockchain, la signer et lui donner une valeur de vérité. Par exemple, j'avais une intuition, il y avait Ghibli là, qui a dit on vole Miyazaki, machin. Je dis, bah, tiens, qu'est-ce qui se passerait si Miyazaki met son algo dans un token et que tous les gens qui veulent générer du Miyazaki, ils achètent le token. Voilà. Ça règle le problème. Miyazaki touche une tonne d'argent pour faire ses films. Tout le monde peut générer son style. Et tu vois, il y a un super alignement d'intérêts. Donc, il y a plein d'usages comme ça qui vont permettre à l'IA de se financiariser grâce à la crypto. C'était important aussi de revenir sur un concept clé. Heu, Est-ce que la blockchain est la seule technologie viable aujourd'hui, prouvée, hein, Bitcoin depuis un peu plus de 14 ans maintenant, capable de limiter les abus de l'IA? Les abus de l'IA. Alors, c'est quoi les abus de l'IA pour toi? Les abus de l'IA, ça va être, Elon Musk en avait parlé, en proposant ça avant de proposer Grok. Grok sera ou mon IA sera l'IA de la vérité. Comment on arrive à définir la vérité? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, une IA qui est au sein de Big Data des GAFAM, on va le résumer comme ça, en fait, détiennent elles-mêmes la vérité et poussent leur propre vérité? Est-ce que la blockchain va pouvoir en fait limiter les abus pour dire non, la vérité est un consensus et non pas entre les mains de Mm. une poignée de personnes richissimes, très puissantes, qui, comme tu le dis si bien, détient la data? Écoute, j'y crois pas. Alors, déjà, le rapport que Elon Musk a la vérité est un peu naïf et un peu. C'est celle d'un autiste extrêmement efficace qui a une vision très binaire du monde et qui semble de toute façon être obnubilé par ses opinions comme la vérité. Maintenant, il y a cette histoire soufie que j'aime beaucoup. C'est que les soufis disent que la vérité, c'est un grand miroir, immense miroir, qui est tombé sur Terre et qui s'est brisé en 1000 morceaux. Et donc, tu ne peux jamais, en millions de morceaux, et donc tu peux jamais avoir accès à la vérité, tu peux avoir accès qu'à des fragments de ce miroir. Et chacun a son petit bout de miroir et a son petit point de vue. Je suis très relativiste sur ça. Je pense que les IA sont des rapports de force, que l'humanité n'est qu'une longue histoire des rapports de force. Et le rapport de force aujourd'hui des GAFAM contre les gouvernements est la vraie bataille. C'est est-ce que c'est les gouvernements qui vont prendre le contrôle de l'IA? Est-ce que c'est les GAFAM qui vont prendre le contrôle de l'IA? La vision décentralisée où on arrive à imposer au gouvernement et aux GAFAM la volonté du peuple,
n'aurait de sens que si ce peuple était à la hauteur. Mais le peuple n'est pas à la hauteur. Je veux dire, les moldus, c'est quand même une sacrée bande de moldus, quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est un combat qui est perdu d'avance. On le voit bien, hein, sur la surveillance de masse. C'est le combat de ma génération. Surveillance de masse, tout le monde a été prévenu depuis 15 ans. C'est fini, quoi. Maintenant, tu es traqué à la minute près. Le niveau des 0D, etc., dans les téléphones est invraisemblable. Donc, on a perdu ce combat et de la même façon, on perdra le combat de la data et de la vérité, etc. Maintenant, il faut savoir quand même que l'usage des IA est à 99,9% non politique. C'est ça qui est intéressant, c'est que le champ du non politique et le champ de tout ce qui est objectivable en termes de création de richesse, d'abondance, de bien-être, est bien plus important que de savoir si être woke ou pas woke, c'est bien, pas bien, etc. Ça, c'est des batailles idéologiques qui concentrent beaucoup l'attention des gens, mais qui, au final, dans une vie heureuse, le meilleur moyen, c'est de sortir toutes ces conneries et de ne pas s'en occuper et d'utiliser les IA sur des sujets qui sont assez neutres, en fait, du point de vue idéologique, et dans lesquels, comme par hasard, ils ont tout de suite beaucoup moins de problèmes à atteindre la vérité, quoi. Ouais, mais on cherchera toujours pour les IA dans la représentation ce qu'on cherche pour nous-mêmes, à la fois libre, éthique, confiance. Ouais, mais Toujours personne ne cherche à pareil. être libre, éthique et confiant. Quel humain cherche ça? C'est un idéal humain. Bah, c'est pas du tout un idéal humain. Si c'était un idéal humain, la planète irait beaucoup mieux, hein. L'idéal humain, c'est domination, puissance et obnubilation de la personne. C'est ce que tout le monde fait. Tout le monde, toute personne qui prétend. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que souvent, tous les pourvoyeurs de vertu sont les premiers à faire les pires choses. C'est toujours la même histoire. Je veux dire, l'humanité, c'est une espèce de connard. On est quand même. Quand j'étais petit à l'école, j'ai appris que Homo sapiens, c'était la dernière évolution d'un certain nombre d'hommes intelligents. Et un jour, j'ai vu un cours d'un anthropologue qui explique que pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, l'évolution, c'est comme un arbre. Il y avait plein de concurrents à Homo sapiens. Il y avait Homo neanderthalis qui avait 20% de cerveau en plus, il y avait Homo erectus, Homo habilitus et tout. Et Sapiens a massacré tout le monde. Tout le monde. On est une putain d'espèce de génocideur. C'est-à-dire que notre existence même, notre ADN, notre fondement, ce qui fait la nature humaine, c'est d'être né sur un génocide primal de la première espèce. Les chimpanzés n'ont jamais été agresser les gorilles n'ont jamais massacré les orang-outans. Il a fallu que Sapiens Sapiens arrive et supprime toute une branche de l'évolution et toute une branche de la diversité de l'évolution. Bon, bah, si avec ça, on espère que l'IA va être différente de ça, à mon avis, on est mal barré, hein. C'est extrêmement intéressant. On remettra d'ailleurs des liens par rapport à cette intervention parce qu'il me semble que je l'avais entendu il y a quelques années en arrière Ouais, par rapport à cette, c'est le mec qui a écrit le livre Sapiens. absolument, ça Ouais. me parle de loin, Mm. c'est un vieux dossier, un vieux de commentaires. Je vais te poser une question extrêmement simple, c'est clairement le cœur de ma thèse d'investissement. Est-ce que l'IA a besoin de la blockchain pour continuer à se développer, grandir et performer? Ou est-ce que la blockchain a besoin de l'IA pour pouvoir performer, grandir, continuer à scaler, continuer à innover? Je pense que c'est une vraie matrice à quatre bandes. L'IA, en fait, il existe un territoire de l'IA sans la blockchain et un territoire de l'IA avec la blockchain. Il existe un territoire de la blockchain avec l'IA et machin. Enfin, tu vois les quatre cases. La question, c'est quelle est la taille de chacun de ces territoires? C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est pas des oppositions. C'est pas parce que le marché du tracteur, c'était 99% des voitures. OK? Si tu avais une boîte qui fabriquait des tracteurs, tu étais dominant dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, les tracteurs, c'est moins d'1% des voitures construites dans le monde. Ce 1% en volume et en montant est 1000 fois plus important qu'au début de l'industrie quand il représentait 99%. Donc, tu vois, il y a deux questions. Il y a le pourcentage de ce que tu représentes dans un marché et il y a le volume d'argent que ça représente. Donc, il est fort probable que l'IA avec la blockchain et le mariage des deux existe, produisent de l'argent et soient complémentaires aux usages où ils n'en produisent pas. Ce qui est sûr, c'est que OpenAI, Anthropic, etc., vont capter une très grosse part de la valeur créée. Maintenant, comment ils vont capter cette part? Ils ont deux choix stratégiques. Soit
ils vont trahir tous les créateurs d'app avec leur API. Parce qu'aujourd'hui, OpenAI, ils donnent leur modèle en API. La player gagne de l'argent. Eux, ils n'en gagnent pas tant que ça. Et ils vont peut-être finir par se dire, attends, on arrête les conneries, on fait nous-mêmes les apps, on capte 100% de la valeur parce que c'est plus possible. Et donc, ils vont faire ce que Twitter avait fait, ou ce que Facebook a fait, c'est trahir leur écosystème de développeurs. Ou ils vont dire, en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est les usages avancés de nos modèles. Donc, on va avoir un modèle grand public, et puis on va faire des modèles très avancés. Un peu la stratégie Oracle dans les bases de données. MySQL est gratuit pour tout le monde, mais Oracle Enterprise 6, là, tu raques 20 000 $ par utilisateur et par mois, etc. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer en ce moment OpenAI avec leur modèle à 20 000 $ par mois. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Donc OpenAI, là, J'ai entendu parler, moi, d'un modèle où tu payes à la requête. non, alors ça, c'est de l'API. Mm. Mais là, maintenant, OpenAI a un modèle à 20 000 $ par mois. Là, ils ouvrent tout, ils envoient la... Et surtout, apparemment, qui est entraîné sur un modèle scientifique propriétaire. C'est pour faire de la science, avec des labos, des machins. Déjà, version entreprise. Peut-être qu'ils vont te vendre un CFO à 15 000 $ par mois, machin, et qui sera différent d'une app, différent d'un modèle. Donc, on ne sait pas trop où ils en sont. Ils viennent d'embaucher une nana qui s'appelle Fiji Sumo. Elle est CEO of Apps chez OpenAI. Moi, je trouve ça louche. Est-ce que ça veut dire qu'elle est là pour travailler avec les devs ou elle est là pour les niquer? On va le savoir dans 3 mois, mais en tout cas, la menace est là. Mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il développe, etc., il y aura toujours de la place pour la contre-avenue IA blockchain. C'est pas l'un a besoin de l'autre. C'est que chacun des usages a son propre voie de développement et sa propre croissance. Il n'y a pas besoin que l'un perde pour que l'autre gagne. Ce que les gens confondent toujours dans la concurrence. Les gens ont une vision très naïve de la concurrence. Ils imaginent que c'est une course et qu'à la fin, il y a un gagnant. Mais le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux avoir tout le monde qui perd, tu peux avoir tout le monde qui gagne, tu peux avoir quelqu'un qui gagne plus que la somme de tout le monde. Tu peux avoir plein de choses. Et donc, une IA qui utilise intelligemment la blockchain et il y a plein de thèses possibles pour ça, peut très 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 bien exister dans un monde où OpenAI a gagné massivement en volant la data de tout le monde. D'ailleurs, on parle en termes d'applicatifs purs pour le retail, pour les Mmh. personnes qui tradent sur les marchés financiers. Ça commence à arriver, c'est en développement depuis 2023, notamment par les plus grands échangeurs Mmh. offshore du monde. La capacité de pouvoir générer et amplifier des bots de trading alimentés par IA qui Mmh. vont s'auto-alimenter pour Exactement. progresser de façon infinie. Il semblerait que, bien sûr, avec son lot d'arnaques, faites très attention si vous voyez des pubs à 99 $ par mois, etc. Faites très attention à ça, mais ça commence à arriver de plus en plus. Les échangeurs en parlent très sérieusement. De pouvoir en fait directement greffer des bots de trading IA, en somme, qui va raisonner dans un narratif ou une narrative, puisqu'on va travailler sur plusieurs narratifs, RWA, IA, Depin, Gaming, SocialFi, etc., DeFi. Et il y a une narrative. Et chaque narrative est corrélée à chaque bulle cyclique de la blockchain. Pour ma part, en 2017, 2016, 2017, c'était le code s'exécute tout seul. En 2021, c'était cliquer pour gagner. Marcher, courir, faites du sport pour gagner. Ouais. Jouer et gagner. Ici, en 2025, j'en vois une nouvelle qui commence à germer, c'est gagner en dormant. Et je pense que le mariage entre l'IA sur cet applicatif pur, du fait qu'on va pouvoir faire des bots de trading algorithmique purement IA, vont littéralement exploser et drainer énormément de retail ou énormément de personnes, énormément de spéculateurs sur ce marché. Est-ce que tu partages ça? Est-ce que cette narrative, tu arrives à l'avoir? Et comment tu arrives à percevoir actuellement la situation économique de En, l'écosystème crypto? en fait, le problème de la narrative Robot Advisory, qui existe depuis 2000, c'est que Robot Advisory a une caractéristique marrante, c'est que dès qu'un robot advisor devient un market maker, toute sa performance s'écroule parce qu'il a trop de volume. Et il fait le marché. Et il fait le marché. Donc impossible de battre le marché si c'est un faiseur de marché, évidemment. Exactement. Et donc, tu as l'explication pourquoi tous les robots advisors à long terme finissent par, dès qu'ils ont du succès, à avoir une performance qui tombe. Si tu regardes le robot advisor le plus successful de l'histoire, qui est Renaissance Capital,
Euh, la seule façon dont Renaissance Capital a réussi à éviter ce problème, c'est en virant tous leurs actionnaires. Donc, Renaissance Capital, à un moment, a dit à tout le monde, sortez, on n'investit que notre argent. Et ils ont investi une somme maximale par an de leurs employés et de eux en tant que propriétaires, qui était je ne sais plus combien de milliards, mais ils n'ont jamais monté le montant sous gestion. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient, comme c'était leur propre argent, ils n'avaient pas l'alignement d'intérêt de prendre l'argent des gens et de prendre des fees. Que le problème, c'est que le business model de la gestion d'argent repose autant sur les fees que sur la performance. Et plus les fees sont gros, plus la performance est faible en général. C'est assez magique. Donc, je pense que ce que tu dis va arriver, mais qu'encore une fois, ça va être comme ce qui s'est passé en 2004, comme ce qui s'est passé en 2008, comme ce qui s'est passé en 2012. Tu vas avoir des vagues de mode comme ça. Il va bien falloir la surfer. Et puis, ça va encore une fois. Je pense pas qu'un jour, les robots advisors réussiront à devenir dominants. Moi, j'avais une idée à aller un peu plus loin. Je me dis que si réellement ces IA génératives, conversationnelles, arrivent en fait à mettre le point sur une chimère, on pourrait appeler ça une boîte de Pandore ou un Graal, ça finira de toute manière par littéralement s'effondrer. Ouais. Parce que ils ne vont que s'alimenter de leurs propres connaissances sur l'historique passé. Et plus ça va marcher, donc plus ça va monter, donc plus on va acheter, jusqu'à temps qu'à un moment donné, les poches ne sont pas infinies. Et puis ça, littéralement, ça ne se fera que s'effondrer, comme systématiquement. Mais il faut trouver ces narratives, il faut essayer de trouver ces... Et Ah essayer bah, de mettre... quand tu es tôt dans ces narratifs, c'est génial. Là, pour l'instant, on surfe ça. Nous, on travaille beaucoup sur les cycles au sein de la communauté des rois. J'ai souvent donné un point A, un point B, un point B, un point C, un point C, un point D. Et il est vrai que, à peu près 9 à 10 mois avant, on avait annoncé un bottom de marché, mais on ne savait pas ce qui allait se passer à ce moment-là. On n'avait pas toutes les cascades de liquidation avec Mm. Celsius Network, Terra Luna, encore FTX. C'était 12 500 $ en novembre 2022. Et là, évidemment, Hermès, n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu as fumé? Bitcoin n'ira jamais en dessous des 50 000 $. OK. Donc maintenant que ça a été validé, eh ben, il faut recommencer la martingale. Et on va aller chercher novembre jusqu'à octobre 2025. Octobre-novembre 2025, sur plein de techniques Fibonacci, que j'utilise principalement des Fibonacci, ça nous donne 228 000 $ pour le 27 octobre, pour la petite blague, 2025. Est-ce que toi, tu crois à ces phénomènes de cycle? Est-ce que tu penses que c'est purement psychologique et autoréalisateur? Ou alors tu penses peut-être autre chose, que j'ai essayé de travailler il y a quelques années, où les cycles économiques sont dictés par des contractions et des expansions de l'économie, plutôt politisées. Je mets de la monnaie dans le système, je retire la monnaie du système. La Fed a très bien compris comment il fallait faire depuis Mm. 2008 avec une ingérence. Est-ce que sur la partie crypto, par rapport à la dominance de Bitcoin, on est plus sur un cycle programmé qui alimente encore cette thèse de cyclicité autoréalisatrice? Écoute, je pense que c'est un problème tellement compliqué. Tu as, t'as trois dimensions là-dedans. D'abord, les graphiques sont toujours trompeurs, parce que les graphiques seront vrais, toutes choses égales par ailleurs, qu'un événement extérieur non prévisible soit là. Donc, il faut absolument pas être fooled by randomness. Donc, tu peux avoir l'impression d'avoir compris quelque chose, alors qu'en fait, il s'est passé quelque chose d'hasardeux que tu n'as pas compris. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, la complexité économique et la complexité du monde économique est telle que donner la moindre prédiction, c'est comme de l'astrologie, quoi. Même si tu as raison 9 fois sur 10, ça reste qu'une forme de chance, parce que les fondamentaux sont compliqués. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on a besoin aussi d'avoir des systèmes, on a besoin de bâtir des convictions, on a besoin de bâtir des narratives, et que ceux qui comprennent les narratives qui ont plus de chances d'être comprises par les autres, finalement, produisent eux-mêmes la prophétie réalisatrice qu'ils arrivent à surfer. Et donc, c'est un sujet d'equity story, c'est un sujet de conviction, c'est un sujet de transformer le chaos du monde en quelque chose de simple que les gens peuvent comprendre. Donc, moi, ce qui m'intéresse plus là-dedans, c'est me dire, OK, voilà l'histoire que la personne raconte. Est-ce que c'est une histoire qui est convaincante ou pas? C'est ça la vraie question que je me pose, moi. Je me demande, est-ce que les gens sont convaincants? Est-ce que les gens sont clairs? Est-ce que les gens ont, quelque chose d'intéressant à raconter? Mais à la fin, tu as beau avoir des arguments, 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 tu as beau avoir
façon, quand le marché veut ravager, il ravage, hein. Ouais, dans un sens, on avait travaillé là-dessus et on se dit: «OK, Hermès, si tu te trompes par rapport à ta cyclicité», puisqu'en fait la cyclicité des marchés sur les 1400 jours, 364 jours entre le point haut et les arrachements haussiers et cetera, c'est quelque chose de nouveau puisqu'on avait principalement basé nos travaux sur, plan B, sur le stock to flow. Et en fait, ce qui m'avait interpellé, moi, dans le stock to flow, c'était non pas, l'idée de stock to flow vis-à-vis de l'or par rapport à un stock Mmh. fini vis-à-vis, du minage et du stock, final par rapport à combien il fallait miner pour atteindre ce stock final, mais plus par rapport à ces petites billes temporelles. Et il est vrai que, punaise, à chaque fois qu'on se rapprochait de l'halving, encore une fois autoréalisateur et cetera, mais pourquoi l'année post-halving, Bitcoin explosait systématiquement? Et à chaque fois, on connaît pas la musique, mais on arrivait à la raconter et cetera. Moi, ce que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent et s'ils sont venus, parce qu'ils ont vu Oussama Hamar sur la vignette, partez du principe que, pour ma part, la crypto-monnaie a une place importante dans l'écosystème et dans nos vies, en quête de liberté, en quête de plus de confiance. Parce qu'au sein de la blockchain, ce que j'ai compris quand j'ai commencé à investir dedans, c'est que personne ne se faisait confiance. Mmh. Et dans l'idée d'un monde où personne ne se fait confiance, la blockchain a toute sa place. Et c'est la raison pour laquelle je vais te poser cette dernière question, avant de te laisser. Si tu devais choisir entre tout ce que l'IA peut nous offrir dans les 20, 30 ou 50 prochaines années, et toute la promesse que la blockchain et cette dimension tokenisée, économie Mmh. réelle et bien plus encore, qu'est-ce que tu choisirais si tu devais investir que dans une seule thématique? IA, blockchain pour les 30 ou 40 prochaines années. Ouais, si c'est qu'une chose, c'est IA sans hésiter, hein. La blockchain est à des années et des années à des années-lumière de ce que la promesse IA. La promesse IA, on est à l'aube de créer un dieu, hein, donc ça va être dur de faire mieux, hein. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a autant de gens qui travaillent dans une industrie qui pensent que c'est notre fin, hein. C'est quand même fou, hein. Imagine que si tu prends les 1000 personnes les plus au fait de l'IA dans le monde actuellement, les 1000 personnes les plus au fait, pas tu prends pas Jojo le clodo qui a une opinion, tu vois? Tu prends pas moi qui est très loin. Tu prends vraiment le cœur du cœur de la machine, les gens qui créent les modèles, les algos, les systèmes, 40 d'entre eux qui pensent que l'humanité va avoir disparu dans les 10 prochaines années et ils peuvent pas s'empêcher de continuer à travailler. C'est fou quand même comme scénario de fin, hein. Donc il y a un moment en fait, l'IA c'est une promesse alors, c'est d'ailleurs sans doute pour ça que moi ma théorie c'est que à chaque fois que l'humanité croit être à l'aube d'une promesse pareille, finit toujours par être déçue et je vois bien moi le scénario que je vois, je vais te faire une prédiction. C'est que si on arrive à créer une IA consciente et vraiment universelle, je pense qu'elle va pas s'intéresser à nous très longtemps. Elle risque de nous ignorer, de se barrer. Je sais pas si tu as vu le film Her? Non. Ouais, c'est dans le film Her, c'est ça la thèse. C'est que l'IA en fait, bah, elle parle avec les gens, puis elle se dit: «Mais c'est qui ces singes en fait?» Et donc elle fabrique un vaisseau spatial, elle se barre et l'IA disparaît de la Terre et je crois beaucoup à ce scénario. Je crois vraiment en fait que soit on va avoir une immense convergence, où on va fusionner avec l'IA, tu vois? On va mettre une puce dans le cerveau et va avoir un niveau de conscience supérieur grâce à l'IA, soit l'IA va se séparer ou on va pas y arriver à ce niveau de conscience parce qu'il y a un million de raisons évolutives, spirituelles ou whatever qui font qu'on peut pas. Mais c'est les 3 scénarios. Je pense que moi, le scénario auquel ils croient tous que l'IA va venir prendre conscience et tous nous buter, j'y crois pas du tout. Est-ce que tu penses que, l'IA pour continuer à scale, elle a besoin, Sam Altman en a parlé dans le 8 mai dernier, va converger par rapport à la ressource disponible. Donc plus il y aura de ressources disponibles énergétiques, plus l'IA va continuer à se développer et va continuer Ouais, bah, ça, à grandir. c'est sa thèse à lui, ouais, C'est effectivement. une thèse pertinente, surtout que, bah, on est à l'aube peut-être d'une, révolution au sein de ces ruptures énergétiques, Mmh. la fusion nucléaire. Et la fusion nucléaire ira aussi de pair par rapport à l'énergie quantique. Ouais, Est-ce que dans tout ce schmilblick-là, entre les attaques du quantique, est-ce que l'IA sera obsolète telle qu'on la connaît, ou est-ce qu'elle va scale 1 million de fois tous les 5 ans et encore ce million de fois tous les 5 ans? Puisqu'on sait qu'au niveau du hardware, on aura toujours la possibilité d'aller encore plus bas au niveau de la donnée, du traitement des données, de réinventer de nouveaux modèles. Et on pense que l'IA va réinventer leur propre modèle de stockage pour prendre le moins de mmh. place possible, etc. Est-ce que si on arrive vraiment à essayer de se lancer dans les 15 ans, puisqu'on dit souvent que les Asiatiques ont un plan sur 500 ans, est-ce que c'est vraiment crédible de se dire, OK, dans 30 ans,
bah, tout se passera bien, on sera sur la plage, on aura une retraite et on sirotera des mojitos sur un bateau, quoi. Dieu sait si j'avais la moindre idée là-dessus. Moi, ma thèse sur ces sujets-là, c'est que de toute façon, comme on peut pas savoir, il faut toujours agir comme si rien ne se passait. En fait, la meilleure façon de prévoir les plus grands changements, c'est de les ignorer. C'est pas de se concentrer sur ce qui change, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui change pas? Qu'est-ce qui sera encore vrai dans 10 ans? Quel que soit le niveau de l'IA, ce qui est vrai, c'est que les gens auront besoin de statut, les gens auront besoin de se différencier, les gens auront besoin de dominer, les gens auront besoin d'être spéciaux, de la volonté d'être spécial et une telle aspiration humaine que je pense que dans 1000 ans, tu peux détruire l'économie, tu peux détruire tout ça, il y aura toujours des barrières à des niveaux, il y aura toujours des gens pauvres et des gens riches, il y aura toujours une lutte comme ça des classes. Donc en fait, je pense que c'est tellement flippant, vertigineux, compliqué d'essayer de comprendre tout ce bordel, comme tu dis. Faut juste l'ignorer, avancer et adapter au fur et à mesure des conclusions du bordel. Excellent. Merci, ça Sinon tu deviens fou. Comment on peut te trouver, Oussama? Est-ce que tu as des réseaux? Est-ce que tu as une chaîne? Comment on peut, si on veut continuer, la communauté souhaite continuer à regarder. J'ai une chaîne sur YouTube, tu pourras mettre un petit lien. Yes, Avec plaisir. ça marche. Merci beaucoup, Merci Oussama. beaucoup. Ciao.